Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus 93.3 dans le Culture Sport Time. On se retrouve ensemble pendant 55 minutes ce soir pour parler actualité régionale et sport. J'ai réussi à bégayer dès le premier mot. Au sommaire ce soir, on va parler du Volleyball Club Chamalières. On va faire une émission un petit peu spéciale puisque ce week-end, elles recevront Béziers à la Maison des Sports avec quelques animations. Ça sera un petit peu à thème et c'est l'avant-dernière journée de championnat. Oui. Donc, tous un signe de la tête. C'est ça. On en parlera. Du coup, ce soir avec moi, Mathis. Bonsoir tout le monde. Qui est à la sono et il n'y a que Mathis ce soir. De toute l'émission. De toute l'émission. Avec nous aussi ce soir, on a Philippe et Justine. Salut. De la communication du club. On a David Cétruc, préparateur physique du club. Bonsoir. Et Anne-Laure Margérier, joueuse du volley club Chamalières. Bonsoir. Libéraux. C'est ça. Ouais, tu t'entends dans le casque. Oui, c'est ça. Donc ce soir, c'est qu'il fait jour maintenant. Soir, oui. Pas de chronique régionale, pas la chronique régionale de Cédric, mais en résultat de ce week-end du volley club de Chamalières, donc qui rencontrait le volley club Marc Barwell, qui est désormais 10e de Ligue A féminine et qui s'est le match qui s'est soldé par une défaite 3-0 des Chamaliéroises. Match compliqué. Compliqué, oui, c'est le mot. Ouais. Beaucoup de déceptions. Maintenant, voilà, il faut relever la tête au plus vite, mais c'est vrai que beaucoup de déceptions à la fin du match. Donc vous restez, on va le rappeler, 12e à 4 points de Quimper qui est le premier relégable. Donc c'est une ligue à 14 équipes avec les 2 derniers qui sont relégués et les 8 premiers qui vont en play-off. Donc pour vos 3 derniers matchs, vous allez affronter Béziers, donc ce week-end, 7e. Donc eux, ils doivent assurer une place en play-off, même si c'est quasiment fait, je crois. Ils ont pour objectif en tout cas ils visent les playoffs, ouais, clairement. Et ensuite il y aura Vendeuvre Nancy Volley qui eux aussi sont à la lutte pour une place au playoff, j'ai vu, parce qu'ils sont 9e, ils sont pas très loin du 8e. Et vous finirez face au Canet à la Maison qui est 3e. Bon, eux est-ce qu'ils ont l'ambition de gagner le titre ou c'est... Je pense que oui, c'est un objectif. Là, ils ont assuré leur place en play-off, mais derrière... je pense que ils vont chercher le titre. Le titre. Oui, surtout que le Canet, ça a été le premier match de la saison en fait pour que vous avez gagné. Chamalières. C'était le Canet, c'est le club avec le plus gros budget de la première division. Alors que Chamalières, c'est le club avec le plus petit budget. Voilà, c'est ça. Donc premier déplacement, on va au Canet et les filles ont réussi à remporter le match 3-1. Ça a surpris tout le monde en fait et je pense qu'ils vont revenir un petit peu avec un contexte de déplacement difficile, je crois. Oui, il y avait un contexte de déplacement difficile en plus, mais bon, c'est une autre histoire. Ouais, ils vont revenir revanchards et puis puis au final les points qui ont été gagnés ce jour-là vont être importants, ils sont cruciaux pour cette fin de saison. C'est vrai. Donc du coup on rappelle aussi que Quimper, du coup, qui est votre principal adversaire dans cette lutte pour le maintien, ils vont avoir 2 adversaires en commun avec vous, qui sont le Canet et Vendeuvre. Et le 3e, c'est France Avenir 2024, qui est dernier de Liga et qui n'est pas fou. Qui est pas au top, on va dire. C'est quoi, c'est une victoire cette année? Oui. Ouais. Nous. Et donc du coup, déjà Anne-Laure, comment tu vois toi cette fin de saison pour l'instant? Comment tu l'anticipes toi en tant que joueuse? C'est dur, pour être honnête, c'est dur. Chaque fin de saison, c'est compliqué. Physiquement, ça tire. Mentalement, ça tire aussi. En plus, pour ma part, j'ai des études à côté, donc c'est toujours une période un peu compliquée. Mais voilà, il reste 3 matchs et 3 matchs super intéressants pour nous. On sait que Quimper derrière sont capables d'aller chercher des résultats, donc ça nous pousse nous à aller à chercher également des résultats pour les laisser derrière nous, quoi. L'objectif, c'est une victoire sur les 3 matchs du coup. Ouais, au moins une victoire, ouais. D'accord. Et t'es confiante ou Oui. Confiante. Ouais. Avant de commencer de parler de volley de Chamalières, on va faire un petit historique du volley. Avec on a un prof d'histoire du sport. Exactement, dans le studio. Pas se rater. C'est après, non? Hein? Oui, pourquoi pas. Oui, c'est ton entretien d'embauche. Oui. On a un quiz à la fin de la. Et d'ailleurs, tous vos partenaires comptent sur vous. Oui, parce qu'on a commencé à avoir un petit peu de questions et. Je me retrouve dans une situation délicate. Oui. Donc le volleyball, il est né de l'imagination de William G. Morgan, un professeur d'éducation physique à la YMCA, Young Men's Christian Association, de l'université Holyoke. Oui, elle fait la YMCA, on note pas. Dans le Massachusetts,
en 1895 sous le nom de Maintenonnette. Maintenonnette, c'est ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. Donc William J. Morgan, lui, il est né en 1870 à Lockport, donc c'est un État de New York, et il a poursuivi ses études au Springfield College où il rencontra James Naismith, qui est l'inventeur du basket, exactement, en 1891. Donc après son baccalauréat, il passa un an dans l'université qu'on a dit plus tôt, et il déménagea pour entrer en tant que directeur d'éducation physique au collège au YMCA d'Holyoke en 1895. Et c'est là qu'il créa le sport qui s'appelait au départ la maintenonnette, qui regroupait donc des éléments de basket, de baseball, de tennis et de handball, mais qui nécessitait moins de contact physique que le basket et le handball. Et pendant une démonstration de ce sport, certains ont remarqué que les joueurs volayaient la balle, et c'est comme ça qu'a été donné le nom de volley à ce sport. Donc le premier match officiel, il a eu lieu au collège de Springfield le 7 juillet 1896. En 47, il y a eu la création de la Fédération internationale de volleyball à Paris. En 1949, il y a eu le premier championnat du monde à Prague, et c'est en 1957 que le CIO il désigne le volley comme un sport olympique. On connaît. Il y a le beach volley aussi maintenant qui est en sport olympique. Et donc son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo, tu as fait du beach volley, ouais, j'ai vu. Ouais. Les Jeux Olympiques, enfin le volley est apparu aux Jeux Olympiques donc de Tokyo en 1964, avant du coup une apparition du beach volley aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Donc voilà pour ce petit magnifique historique. Ouais. Du coup, moi j'aurais voulu savoir, Anne-Laure, pour revenir du coup au volley et au contexte actuel, comment toi t'es arrivé à faire du volley Alors à la base, je faisais du tennis, donc un sport individuel. Très bon sport, d'accord. Ouais. Et j'adorais ça, mais j'en ai fait pendant 8-9 ans. Et en fait, mon papa est président d'un club de volley. Et en fait, j'ai des copines du village qui m'ont dit, bon, on va faire du volley, comme ça. Moi, je n'étais pas... emballé. Ouais, pas forcément. Et en fait, j'y suis allée et puis je suis jamais sortie du gymnase, quoi. Terrible pour le tennis. Ouais, mais c'est vrai. Moi, je voulais faire une grande carrière dans le tennis et en fait, au final, j'ai dû choisir à un moment donné entre le tennis et le volley. Bon, ça peut être un mauvais choix quand même. Non, je regrette pas. Donc du coup, tu joues libéraux. Alors j'ai vu que tu avais changé de poste cette année, ouais. Puisque tu jouais quoi avant ? Passeuse. Ouais. Et du coup là tu joues libéraux, donc pour rappel de ceux qui nous écoutent, la libéraux c'est celle qui rattrape les balles à l'engagement, alors pour faire très gros, hein, c'est ça, c'est réception, ouais. Spécialiste en défense. Ouais. Donc ça a été introduit dans la fin des années 90 de mémoire. Le but c'est toujours pareil, c'est de rééquilibrer le rapport attaque-défense. Ouais. Donc pour rendre le volley plus spectaculaire et donc plus médiatisable. Je viens de me faire bouffer une question sur le quiz là. Ouais, dommage. C'est dommage. Ça va arriver. Du coup, toi, ce que t'aimes le plus dans le volley, c'est quoi ? La défense. La défense, ouais. Voilà. Te jeter. Ouais, c'est ça. Si pendant un match, je touche pas beaucoup de ballons et je défends pas un ballon, je ressors du match frustré. Je le vis assez mal. Est-ce que t'as déjà rencontré Monsieur Michel Récopé qui prône la rupture de l'échange comme ça, le premier du volleyball de rupture. Voilà. Elle va pas tarder. Ouais. Faudra lui présenter. Est-ce que aussi, du coup, vous pouvez nous parler plus de manière générale du club de Chamalières et de ses caractéristiques, parce qu'il y en a plusieurs, notamment du fait que ça soit un club uniquement féminin et pas masculin du coup. Alors uniquement féminin, c'est pas 100% vrai. Depuis 1 an et demi maintenant, en fait, on a une équipe masculine mais qui évolue en loisir, en fait, qui fait pas de compétition. On a aussi des jeunes, des poussins, des benjamins qui sont des garçons tout simplement. Après, c'est vrai que tous les championnats vont être disputés par des équipes féminines, voilà. Avec donc l'équipe pro en tête de ligne et en seconde équipe, en fait, une équipe qui évolue en National 3. National 3, c'est quelle division, enfin, c'est quel niveau de division ? C'est 3e. 3e, ok. Ouais, tout simplement. Bien vu, Jason. Mais des fois, au foot, National 3, c'est la 5e, tu vois, donc. Voilà, c'est un club qui a été créé il y a 50 ans et ça fait aujourd'hui pas loin de 10 ans, si je dis pas de bêtises, qu'on évolue en fait, donc pas au plus haut niveau, parce qu'il y a eu des montées en première division, il y a eu des descentes en seconde, mais au moins dans le niveau, on va dire, élite du volleyball français. Voilà. Parce que du coup, c'est un club pro, là, on est d'accord Oui, c'est ça, ouais. Donc, c'est une obligation de la première division, en fait. Toutes les joueuses en première division doivent être salariées, c'est leur métier. D'accord, ok. Voilà. Oui. Ben, on va passer à la musique. Petite pause musicale. Non, avant. J'aimerais savoir, vous, parce que vous êtes dans la communication du club, ça consiste en quoi ?
communiquer pour un club professionnel. On voit souvent maintenant sur Twitter les community managers, tout ça. Vous, c'est un petit peu votre rôle, c'est organiser quelque chose à côté. Alors ça consiste en beaucoup de choses. Il y a une part, en fait, il y a 3 gros axes, on va dire. Il y a une partie de communication pure. En faisant très 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 gros, l'idée ça va être en fait de faire en sorte qu'il y ait des gens, enfin du monde qui viennent sur les matchs, faire connaître le club, faire connaître les événements. Ça passe aussi par le community management forcément. Il y a un autre rôle qui est tout ce qui va être gestion de projet, puisqu'on associe régulièrement des thématiques en fait sur nos matchs. Comme ce week-end du coup. Voilà, comme ce week-end, c'est un match délocalisé, donc ça sous-entend pas mal de logistique. Et je m'occupe également du sponsoring du club. Donc voilà, c'est encore un autre rôle. Voilà, faut avoir plusieurs casquettes et être polyvalent. Ok. Et ben maintenant on va vraiment pouvoir passer à la musique avec XXXTentacion, Lil Pump, Maluma et Swally. Ça fait beaucoup d'artistes pour un seul son. Arms Around You. Et on se retrouve pour la deuxième partie du Culture Sport Time après. À tout de suite. In the studio, yes I'm gonna miss you though, but I gotta let her go. Spell this bitch, love the call, put my dick shit on the throat. I know that's your baby daddy, bro. Pick your wife backstage at a festival. Penthouse 54 float, let's go. And my hotel came with a stripper pole. En mi cama, me encanta la forma en que me hablas. Invita a tu amiga a la Juana, pa' que fumemos como fumamos en La Habana. Siempre andamos positivos, esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no estoy lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. Di que sí que no te cuesta, si conmigo estás vestida de Chanel hasta los pies. Si tú te pones al problema, yo me pongo como se tiene. Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la deuxième partie du Culture Sport Time. On va enchaîner directement avec plusieurs autres thèmes. Le premier thème qu'on voulait aborder, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, c'était le beach volley, puisque Anne-Laure est championne de France du coup de beach volley. Universitaire. Ouais. Avec une de tes collègues, non, de club de l'année dernière. L'année dernière, ouais. C'était l'ancienne libéraux du coup, qui est partie à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, ça joue quelle plage? Je sais plus. C'est milieu de tableau, c'est qu'ils sont qualifiés en play-off. C'est pas le même budget que Chamalière non plus. Ouais. Non, pas vraiment. C'est un up un petit peu. Du coup, vous êtes engagé pour les championnats d'Europe. C'est ça. C'est quand? C'est donc du 21 au 26 juillet cet été en Slovénie. Pour du beach volley, c'est original, non? Il y a des belles plages en Slovénie? Il paraît. Ah ouais? Oui.
J'ai regardé le complexe sportif et franchement, ça a l'air super. Ça peut être intéressant. Et du coup, l'objectif pour ce... Moi, personnel, ce serait un podium. Moi, je vais mettre le pied dessus. Après, normal. J'ai pas envie de faire le déplacement pour rien. Normal. Et du coup, la différence, est-ce qu'on peut expliquer vite fait la différence entre le beach volley et le volley, même si elle doit pas être si elle est importante déjà, quand même. Il y en a pas mal. Déjà, il y a moins de joueurs. Il y a du sable aussi. Oui. C'est assez spécifique le beach volley. Donc déjà, on est 2 contre 2. Après, voilà, le filet même hauteur. Après, ça se joue sur des contacts de balles. On n'a pas le droit de jouer à 10 doigts, comme on peut le faire en salle. Après, il y a des spécificités. C'est-à-dire que la deuxième touche, on peut la jouer à 10 doigts, mais il ne faut pas qu'elle tourne. Enfin, il faut que ce soit dans l'axe des épaules. D'accord. Voilà. Donc, il faut que tous les ballons soient tapés, quoi. En gros. Et toi, tu préfères le beach volley ou le volley classique? Alors, peut-être dans des approches différentes. Peut-être en loisir plus le beach volley et peut-être non. Du coup, le volley, c'est mon métier. Oui. Et le beach volley, c'est du loisir, si on peut dire. Mais moi, je peux pas faire. Je peux pas. T'as pas de différence spécifique. Je peux pas faire une compétition sans avoir l'état d'esprit de gagner, en fait. Je sais pas perdre, j'aime pas perdre. Et je peux pas jouer pour m'amuser, en fait. Et mais c'est vrai que le beach volley, pour moi, c'est particulier parce que pour moi qui aime la défense, au final, le beach volley, c'est pratiquement que ça. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça, ouais. J'ai perdu ma question. T'as une question, Mathis, peut-être? Non, mais du coup, est-ce que c'est beaucoup plus difficile de défendre du coup quand on est que 2, de devoir courir beaucoup plus? Tu sens que c'est beaucoup plus énergétique? Complètement, ouais. Après un match de beach volley, T'es lessivé. Alors je dis pas qu'après un match de volley on l'est pas, mais on est quand même 6 sur un terrain et donc c'est après c'est la lecture de jeu. Des fois on anticipe, on essaie de jouer là-dessus parce que à 2 on peut pas tout couvrir. Ouais, mais il y a le fait qu'elle soit 2, il y a le fait que ce soit du sable aussi qui fatigue beaucoup plus. Et au niveau des rotations dans le volley, au niveau des remplaçants, tout ça, ça marche comment? Du coup, on est 6 sur le terrain. Donc moi, libéraux, en fait, dès que donc ça tourne en rond, si on peut dire. Dès que je passe à la ligne avant, je sors pour qu'une centrale, donc en général, c'est une tour de contrôle qui est bien grande, qui rentre devant. Et quand à son tour, elle a fini de servir et qu'elle est derrière, c'est moi qui la remplace, en gros. Mais je pense que tu vas finir centrale avant la fin de l'année. Oui, centrale, c'est quoi exactement c'est celles qui sont tout devant au niveau du filet qui viennent contrer? C'est celle qui est au milieu au filet, ouais. Si tu connais Monsieur Vernet, c'est le même. D'accord. Si, c'est donc c'est pas le poste. C'est pas le poste le plus énergétique. C'est pas le poste le plus énergétique. C'est pas le poste pour les défenseurs. Ouais, d'accord. Arrière défense. Du coup, ça te c'est le poste où t'as pas envie de bouger, quoi. Ah non. Ouais. Central, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, avec ma taille. C'était une boutade, c'est que il y en a. Avec Atman, on rigole un petit peu là-dessus parce que Lucie l'an dernier avait évolué non pas au poste de central, mais vu le peu d'effectifs qu'on a dans la Chamalière, il y a des rotations qui doivent s'effectuer pour faire souffler. Et puis parfois, on n'a pas le choix. Lucie avait dû rentrer sur un poste d'attaquante. Et à la fin de l'année, on rigolait, on disait tu vas finir centrale. Donc c'est pour ça que c'est une boutade là, finir centrale. Et je m'entraîne à l'attaque. Voilà. C'est pas possible. Puis du coup, le beach volley, ça te fait ta prépa physique un petit peu l'été. Du coup, parce que cet été-là, t'en as fait, ça t'a aussi peut-être entraîné pour cette année, parce que c'était un rôle différent, le volley. Du coup, c'est vrai que je suis en forme. Enfin, je m'arrête pas en fait de faire du sport, mais je muscle beaucoup quand même. En fait, il faudrait que je me calme un petit peu parce que je suis jeune, mais je commence à le ressentir un peu. Voilà, j'ai mal aux articulations, j'ai mal, des bobos tout bêtes quoi, mais c'est du surmenage quoi. Et mais bon, j'arrive pas à m'arrêter. Donc. Mais du coup là, sur toute l'année, tu fais un peu de beach volley quand même ou ce sera que pour l'été? Non, par contre, pendant ma saison, c'est que volley. C'est que volley et à la fin de la saison, petit à petit, voilà, dès que la fin de saison, je retourne dans le sable. Ouais. On va passer du coup sans transition ou avec transition au sport féminin plus particulièrement, puisqu'on met un petit peu à l'honneur ce soir le sport féminin et il le sera aussi à la Maison des Sports ce samedi. Du coup, je voulais savoir, vous, en général, tout le monde peut répondre évidemment, quelle est la place du sport féminin dans le monde aujourd'hui? On a vu qu'il y avait pas mal d'évolutions, que le sport s'était un petit peu plus répandu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ça se répand ou est-ce que vous trouvez que c'est encore un petit peu trop lent, trop... On peut demander peut-être à Justine ce qu'elle en pense. C'est pas bien ce que tu dis. On lance l'experte. Non, mais les femmes ne sont pas assez représentées dans le sport. Enfin... Je suis d'accord, oui. Merci.
On est les 2 seules femmes en plus ici, donc on peut parler de ça. Ah, c'est concis. Ah, ça va, 3 sur 6, franchement, c'est pas mal. Non, 4. Ouais, je sais pas compter. 4 et 2. Oui, du coup. C'est vrai que voilà, le sport féminin, même s'il est en train de se développer, il y a de plus en plus de clubs, par exemple de volley féminin pour rester là-dessus, qui se structurent, qui font le maximum pour médiatiser en fait le volley. La ligue est en train d'évoluer dans ce sens aussi pour faire connaître le volley féminin de plus en plus. Donc c'est le cas pour le volley, mais aussi pour d'autres sports. Hein. On a le hand féminin par exemple qui commence à être connu. Enfin voilà, il y a des choses qui marchent. Après, il y a une vérité, c'est aussi que les clubs de sport féminin ont des plus petits budgets que pour le sport masculin, que les athlètes féminines sont moins bien payées que les hommes et qu'il y a encore une grosse inégalité là-dessus. La différence, elle est vraiment énorme sur ça. Oui, ouais, c'est important. Même au volley. Parce que du coup, des fois, c'est vrai que on sait que par exemple entre foot et féminin et masculin, il y a une grosse différence. En volley, du coup, la différence, elle est vraiment énorme aussi. C'est la même chose. Ouais, c'est les mêmes écarts. D'accord. Alors on parle pas des mêmes salaires entre le foot et le oui, évidemment, bien sûr. Mais la différence entre hommes et femmes, c'est toujours. Parce que toi, du coup, t'arrives quand même. On parlera après parce que t'es étudiante, etc. Mais t'arrives du coup à vivre du volley. Du coup, c'est mon métier, donc oui, je suis payée tous les mois. Voilà, j'ai un contrat, mais c'est vrai qu'une carrière de sportif pro, ça dure qu'un temps et après ça, c'est pas l'avenir. Voilà, c'est pas avec notre salaire qu'on a eu pendant 10 ans qu'on va assurer les arrières, quoi. C'est sûr. Donc la Ferrari garée devant, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Du coup, le club de Chamalières, quels moyens ils essayent de mettre en place à leur échelle, évidemment, parce que c'est une échelle plus locale déjà, pour promouvoir peut-être le sport féminin, peut-être des affiches aussi pour faire venir les filles à pratiquer le sport féminin au plus jeune âge déjà. Alors déjà, il faut savoir qu'on a un point fort entre guillemets, par rapport au club. On est le seul club de sport féminin donc en première division sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je veux dire par là club exclusivement féminin, pas qu'il soit rattaché à un club masculin. C'est ça, du coup j'ai confondu tout à l'heure. Donc voilà, ça nous fait déjà un point fort entre guillemets pour promouvoir le sport féminin sur l'Auvergne. Après, on est beaucoup dépendant de la ligue en fait pour ce qu'on a le droit de faire au niveau de l'image, de la médiatisation, etc. Ah, d'accord. C'est pas dépendant, c'est. Non, tout est très contrôlé. On a un cahier des charges très précis à remplir, que ce soit pour le marketing, la communication, etc. Il y a un système de diffusion de matchs en direct, par exemple, qui est en train d'être mis en place, qui a beaucoup évolué cette année. Donc il y a eu quelques ratés, mais je pense que pour la saison prochaine, voilà, la Ligue est en train de faire le nécessaire pour que ça ramène de plus en plus d'auditeurs et que ça nous permette nous aussi de diffuser derrière. Voilà, c'est l'idée. Du coup, c'est la Ligue qui vous donne du budget, une partie du budget ? Non, du tout. Parce que vu qu'ils contrôlent, je me disais que peut-être ils participaient. Non, c'est la Ligue qui pose des impératifs en fait à respecter. Ouais. C'est une sorte de, c'est un cahier des charges en fait, ni plus ni moins. Voilà, eux ils attendent d'un club en première division qu'il y ait différents critères qui soient respectés pour correspondre en fait à leur politique de développement. Voilà. Après, les clubs sont aussi investis s'investissent et s'expriment également auprès de la Ligue pour faire part de ce qu'ils voient sur le terrain en fait au niveau de la communication et de leurs idées, voir ce qui peut être le plus pertinent et voilà ce qui fait plus sens parfois que des idées qui peuvent être prises en amont. Et vous en discutez de ça du coup avec eux? Non. Alors moi non, j'ai pas de lien direct avec la Ligue, voilà, mais c'est plus au niveau des dirigeants en fait. Les dirigeants dirigent évidemment, mais ils discutent aussi avec la Ligue du cahier des charges. Bon, d'accord. Du coup, vous pensez qu'à court ou moyen terme, le sport féminin et notamment le volley, il va prendre encore plus d'ampleur, ou vous sentez peut-être qu'il y a une stagnation, freinage C'est souhaitable. Ouais. C'est souhaitable. Et c'est en bonne voie ou c'est difficile à dire parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous qui avez suivi des cours d'histoire du sport. Ouais. Très bon professeur d'ailleurs. Je te fais un chèque après. Le problème du développement du sport féminin, il faut le reconsidérer historiquement. Je vais faire bref. C'est d'abord un problème de mentalité, d'époque, et n'en déplaise à certains laudateurs de Coubertin, c'est quand même le premier qui a freiné le sport féminin. Il ne voulait pas que les filles participent aux Jeux Olympiques, etc. Donc il y a toute une évolution de mentalité qui s'opère petit à petit, mais c'est lent. On parlait de dirigeants, Chamalières, Mylène est présidente, mais rares sont les femmes présidentes. Même dans le volley féminin là. Dans le volley féminin, globalement dans les clubs. Au niveau des instances dirigeantes, au niveau du CIO, je crois qu'il n'y a aucune femme. C'est possible, oui. Donc
voilà, il y a des freins qui sont très importants à lever. Ça passe par la médiatisation, bien sûr, mais comment se médiatiser quand on sait que ce qui nous fait avancer dans les médias, c'est comment les médias vont s'y retrouver derrière. Oui, c'est sûr que les gros médias, ils ont moins à s'y retrouver de mettre en avant du volley féminin que du football masculin. Bien sûr, parce que derrière, sur les pages de pub, on parlait tout à l'heure du règlement du volley qui avait évolué. Pourquoi il y a un arrêt de 10 minutes entre le deuxième et le troisième set? C'était pour foutre des pages de pub sur les matchs internationaux, mais et non pas pour se prendre des soufflantes. Ça sent le vécu. Mais légitime peut-être d'ailleurs. Mais voilà, donc en fin de compte, il y a des choses qui sont mises en place, mais il y a toujours ce décalage entre les structures et le fonctionnement, quoi. Donc en fin de compte, c'est souhaitable que ça se développe, parce qu'il n'y a aucune raison que ça se développe pas. Oui. D'un point de vue des mentalités, et puis voilà, mais simplement, il y a des freins qu'on peut pas contrôler. Et du coup, si vous aviez une réforme pour améliorer la visibilité du sport féminin, ça serait laquelle? Si vous aviez une idée? Peut-être. Je sais pas si je dois provoquer. Si, allez-y. Je donnerai mon idée après. Mais... Non, c'est difficile. Ça va se faire par à coup. Faut être patient. Mais c'est vrai que par exemple, tu parlais d'après carrière pour les femmes, même qu'il y a peu de temps, c'est très difficile à gérer. Dès qu'une femme avait un enfant, les sponsors ou les partenaires la lâchaient parce que pour eux, elle était plus capable de retrouver le haut niveau derrière. Donc c'est super compliqué. Les réformes, elles sont, faut prendre ça d'un point de vue macroscopique. C'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire après une carrière, et il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas non plus avoir des débouchés. C'est tout un problème de mentalité, c'est très très long à faire évoluer, quoi. C'est sur des générations, mais il faut se battre, faut pas s'arrêter là. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, t'as mal fait de lâcher le tennis finalement, parce que c'est le seul sport où les hommes et les femmes sont payés de niveau égal en tournoi. Je t'avoue que je me suis déjà fait cette réflexion. Ouais, toi aussi. C'est vrai, je me suis dit que si... Même si Djokovic a envie d'y changer, mais... Si j'avais continué dans le tennis, peut-être que voilà, je n'aurais pas le même salaire, mais après voilà, c'est une passion quand même. Ouais, c'est mon sport de cœur. Je fais ça pas pour l'argent, et c'est ma passion, quoi. Je veux dire, voilà. Donc je regrette rien du tout. Non, pas d'autres réformes, idées de réforme peut-être? Si, mais pour revenir sur ce que je disais, voilà, David, tu dis que ça va se faire par à coup. Je parlais tout à l'heure de la Ligue et de la dépendance des clubs à la Ligue. Par exemple, la diffusion des matchs, donc l'année dernière, il y avait un contrat d'exclusivité avec l'équipe qui a acheté les droits de diffusion télé. Okay. Pour le masculin du coup? Ou le féminin aussi? Pour le féminin, je parle pour la Ligue féminine. D'accord, okay. Donc on se dit que super, ça peut que booster en fait la visibilité. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une clause en fait dans le contrat qui stipulait que l'équipe s'engageait à diffuser 4 matchs par saison. Et je parle de 4 matchs en fait pour l'ensemble des équipes, l'ensemble des rencontres. Ce qui fait qu'au final... C'est ridicule, c'est rien. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc tu diffuses la finale de la Coupe de France. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, il y a 2 ans, on y était, mais en fédéral, on n'a pas été diffusé. Donc voilà, bon, après, c'est un pas. Mais ça tient aussi à des personnes, puisque le commentateur de l'équipe TV, c'est Xavier Richefort, qui est ancien passeur de Paris, enfin d'Anières Volley. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui sont en place, qui vont permettre petit à petit aussi peut-être de faire avancer les choses. Mais ça tient à des personnalités, des individus qui vont être influentes à un moment donné. Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des clubs, au niveau de la fédération, au niveau de la ligue, au niveau de plein de choses en fait. C'est vraiment les personnalités marquantes et connues qui peuvent aider à ça. C'est très difficile pour les acteurs, petits acteurs entre guillemets, mais pour les acteurs régionaux d'influer alors c'est-à-dire oui, voilà, pour nous en tant que club, c'est plus compliqué de se faire entendre. Oui. Pour se faire entendre, c'est sûr qu'on est obligé d'échanger avec les autres clubs, se mettre d'accord et ensuite essayer d'être force de proposition. Mais voilà, c'est tout seul, c'est compliqué. Et vous avez une idée aujourd'hui dans le volley d'une personnalité qui pourrait faire avancer ça? Atman Toubani, non? Par exemple, entraîneur de l'équipe pro, oui. Oui. Laurent, j'ai mangé son nom. Ah. Ancien TDJO. On va pas trop pouvoir les aider. Oui.
Chambertin. Oui, voilà, oui, Laurent Chambertin, qui est un ancien athlète de très très haut niveau dans le volley, qui est aujourd'hui, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il fait partie du comité de direction qui va organiser les JO 2024. D'accord. Voilà. Et donc forcément, avec son passé, la place du volley sera peut-être un peu plus importante, on ose espérer. Voilà. Ça peut être le genre de personnes qui peuvent aider à faire un petit pas en plus pour la suite. Et le volley français au niveau mondial, le féminin je parle, il est performant ou pas trop, je sais pas. Peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est-à-dire on espère toujours qu'il y ait des résultats. Maintenant, quand on voit les finales des championnats du monde qui ont lieu en septembre-octobre, il y a un monde énorme de différence. Donc là aussi, on va toucher la formation, on va toucher plein de problématiques qui nous dépassent d'ailleurs. C'est facile d'être à notre place pour essayer. Voilà, mais est-ce qu'on a aussi cette mentalité en France de vouloir accéder au sport de haut niveau comme dans d'autres pays? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas une honte de vouloir dire non, finalement on est très bien c'est très bien ce qu'on fait, et puis qu'on pense aussi à nos plaisirs annexes. Mais force est de constater que la façon dont est jouer le volley, entraîner en Italie, aux États-Unis, ça, au niveau culturel, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Oui. Après, il faut aussi voir l'autre côté. On est aussi plus avancé que certains autres pays. Je prends pour exemple les États-Unis. Les États-Unis, il faut savoir que le volley est très pratiqué en fait à niveau universitaire, mais qu'il n'y a pas de ligue en fait professionnelle là-bas. Ah d'accord. Les joueuses américaines qui se démarquent en fait au niveau universitaire sont obligées de s'exporter, on va dire, si elles veulent vivre du volley. Voilà. D'accord. En universitaire, ils vivent pas du volley là-bas. C'est pas comme au basket ou. Non, ça doit être le même problème, non? C'est pas médiatisé. Ils ont pas envie d'y médiatiser et personne n'investit là-dedans. C'est en train de se construire aux États-Unis. Elles font juste une demi-finale de Coupe du Monde, de championnat du monde. Oui. Donc, mais là aussi, on compare pas. Il y a une culture. En plus, le coach il est emblématique. Kirali, c'est la référence c'est le seul joueur qui ait tout gagné en salle et en beach. D'accord. Donc on le voit aussi. Enfin, ce qu'on pense avec Atman sur la mentalité des joueuses nord-américaines. Elles vivent pas les événements, la sensibilité à l'enjeu de rupture, comme dirait l'autre. De la même façon, c'est incarné, elles ont une autre façon d'appréhender le rapport à l'effort, le rapport au corps. Donc, et qui se rapproche, a priori, plus de ce que propose Atman en termes d'entraînement. C'est pour ça qu'on s'est dirigé plus sur les nord-américaines. Mais voilà, donc du coup, c'est effectivement, Philippe a raison. Mais même au niveau universitaire, ce qui est fait, ça dépasse complètement ce qu'on peut faire en club pro, en termes de structure, en termes de fonctionnement, en termes d'investissement personnel. On est dans une autre dimension. C'est sûr. Et du coup, toi, Anne-Laure, qui est volleyeuse pro et qui en même temps est étudiante, parce que tu étudies en droit, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment ça se passe une journée type pour toi entre les études, le volley, etc. Une journée type. On peut pas dire type parce qu'en fait, elles se ressemblent jamais mes journées, mais donc ça dépend des semestres, etc. Mais en gros, le matin, j'ai cours. Comme un étudiant normal. Ensuite, à midi, donc je cours. Donc tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. C'est du timing. Ouais, voilà, complètement. De midi à 2h, j'ai entraînement. Ensuite, je rentre manger. Après, je fais une sieste un peu quand j'ai le temps. C'est important la sieste. Ouais, franchement. Et après, je repars à l'entraînement de 17h jusqu'à 19h. Donc ça, voilà, c'est... Du coup, 2 entraînements par jour. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a des entraînements peut-être parce que on a quand même le préparateur physique avec nous. Mathis a quelques petites questions. Il y a, j'imagine, des entraînements qui sont plus basés prépa physique et d'autres plus jeu et tactique peut-être. Oui, on a des entraînements spécifiques et puis des entraînements avec des circuits de préparation physique de David et aussi des séances de muscu, 2 séances par semaine. Ça va, toi, la prépa physique, t'aimes bien ou... Moi, je crains pas. Ouais, ça te dérange pas ? Non, je crains pas. Ok. Mathis, quelques petites questions peut-être ? Pour David déjà, savoir quelle est la place de la prévention des blessures du coup dans ta vision de la préparation physique avec cette équipe. Fondamentale. Ouais. D'abord parce que on joue pas avec le corps des athlètes. Donc d'abord on les prépare, mais pour les protéger, parce qu'on sait qu'au niveau du volley, il y a des pathologies qui vont survenir assez rapidement au niveau de l'épaule, au niveau du dos, des genoux. Enfin voilà. Donc en fait voilà, il y a tout un système dans ma logique de prophylactique, donc d'éviter les blessures. Donc ça passe par des
beaucoup de renforcement avec des élastiques, avec des charges légères, mais avec beaucoup de répétitions. Et puis après, c'est quand il y a le bobo, qu'est-ce qui se passe? Donc on a aussi un staff médical, donc ça faut le souligner. Et heureusement, parce qu'ils font du super boulot, on travaille ensemble, on se donne des informations, savoir comment on peut adapter les entraînements. Donc on n'est jamais tout seul. Le préparateur physique, il décide pas tout seul. Il prend forcément en compte l'avis médical, heureusement. Et quand il y a un bobo, je renvoie les filles vers le médecin. Non. Donc c'est d'abord grosse étape là-dessus. Et puis après, en fonction de la saison, de l'évolution de la saison, de la fatigue des filles, des performances, des équipes qu'on va rencontrer. Donc il y a une planification, bien sûr, mais qui s'adapte en permanence. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, justement, vu que vous avez un enchaînement de matchs réguliers, vous êtes plutôt à planifier au jour le jour un peu pour voir comment se sentent les filles, plutôt que de faire une planif en début d'année, de dire on travaille ça. Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas toujours les forces en présence au début de l'année. On a une petite idée quand on fait les tournois de préparation. Mais on sait qu'il y a des grosses écuries, que voilà, quand on enchaîne Cannes, Mulhouse, on sait que c'est pas grave, là, donc on peut pouvoir charger un petit peu avant, si c'est pas un problème. Par contre, après, voilà, il faut qu'elles arrivent en forme sur des matchs importants. Et là aussi, il y a des aspects qu'on maîtrise pas du tout, sur des aspects psychologiques, de fatigue globale, parce qu'une saison c'est long. Les filles, je vais faire mon Atman Toubani déguisé en Giroud, elles sont que 9-10. Et que sur une équipe pro, c'est difficile à gérer pour elle, quoi. Il n'y a pas le droit à trop de blessures parce que sinon l'effectif il est exactement. On peut pas doubler certains postes. C'est pour ça que tu vas finir le central. Et du coup, c'est très très difficile à gérer. On est à l'écoute, on essaye de voir comment on peut adapter les choses. Derrière ça aussi, la préparation physique chez les filles, c'est très particulier parce que tu as un rapport au corps différent que chez les mecs. Les filles, elles vont pas du tout aimer faire du 10-10 à 70%, quoi. Déjà que les mecs faire du Philippe Anglade, c'est pas. Mais donc ça aussi, il faut qu'elles gardent, c'est important, leur féminité. Et du coup, est-ce que vous les testez pendant la saison? Il y a des tests, oui. Ouais, plusieurs fois. On essaie de faire au moins 2 fois. Ouais. Début de saison, milieu de saison. Oui, c'est ça, grosso modo. Sachant que c'est toujours difficile parce que le deuxième test, il survient décembre-janvier généralement et en fatigue, donc il n'est pas forcément révélateur. Ça permet de réajuster les charges, mais moi j'aime bien travailler aussi sur les sensations, puisque d'une semaine à l'autre, elles ont pas avec une même charge de travail, elles vont pas avoir les mêmes sensations sur cette charge. Donc j'aime bien quand elles me disent là c'était fatigant, pas fatigant, ou j'ai pas pu faire, ou ça m'a fait mal, machin. Donc ça me paraît fondamental. Puis même sur des semaines comme celle qui va arriver, puisque vous jouez samedi, mardi, samedi, il faut aussi être vigilant sur ce genre de semaine-là. Voilà, donc là c'est avec travailler avec Atman, on sait que on va relâcher, on va diminuer la charge d'entraînement, ou on va même sucrer une séance de muscu, parce que c'est pas une séance dans l'année qui va changer grand chose. La priorité, c'est qu'elle se préserve, qu'elle garde leur intégrité physique, quoi. Ouais. Donc on fait attention. Ouais, puis comme nous l'a appris Julien Vernet, le volleyball, c'est une succession d'efforts du coup courts mais très intenses. Pour essayer de travailler justement cette capacité, vous la faites plutôt avec ballon, donc spécifique au volley, ou plutôt prépa physique? Alors là aussi, faut s'adapter à la façon dont il s'entraîne. C'est-à-dire que Atman a une façon d'entraîner qui est assez atypique, très, très exigeante au niveau énergétique, avec beaucoup de sauts, beaucoup de déplacements, de changements de zone. Et donc, par exemple, tout ce qui est exercice en pliométrie, donc en rebond, qui est très sollicitante au niveau nerveux, bien sûr, on va limiter ça. Donc, on va adapter aussi en fonction de la période de l'année. Il me dit, là, je vais plutôt charger à ce moment-là, donc on va essayer de réguler comme ça. C'est pas, voilà, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a jamais 2 fois la même saison qui se prépare. Et vous avez des méthodes de récupération spécifiques après les matchs? Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on devrait se pencher. Donc il y a le basique, pour tout ce qui est étirement, les bains froids, bains froids, on n'a pas accès, tout ce qui est cryo non plus. C'est des choses que j'aimerais qu'on puisse mettre en place. Voilà. Surtout si vous avez peu de joueuses, qu'elles puissent récupérer vite. C'est ça. Donc par contre, il y a les kinés qui font beaucoup de boulot, et merci à Mathias et Olivier. Mais on se structure petit à petit, c'est-à-dire que les kinés sont arrivés régulièrement avec l'équipe il y a 3-4 ans, grosso modo. Avant, il n'y avait pas de kiné régulièrement, donc là aussi il y a de la fascia, il y a tout un tas de
protocoles qui permettent aux filles d'aller récupérer psychologiquement ou physiquement, ou les deux. C'est important, c'est psychologique. Parce que là aussi, il faut des préparateurs mentaux. Oui. Non, je sais parce que. Oui, c'est mon préparateur mental. D'accord, ok. Mais en fin de compte, la performance, elle est multifactorielle. Et à ce niveau-là, ce sont des détails qui vont faire la différence le jour J. Autant sur de la N3, bon voilà, c'est moins important, mais sur un match pro, voilà, on s'aperçoit que ça se joue sur des détails. Et puis on a eu une intervention en STAPS là, le week-end dernier sur la prévention au niveau de l'épaule. Est-ce que pour vous justement c'est l'articulation la plus à protéger et le plus gros travail à faire, c'est au niveau de l'épaule pour vous, en volley? Ça en fait partie. C'est global. Je préfère raisonner globalement, même si effectivement il y a beaucoup de pathologies sur l'épaule. Bon, après le problème c'est de savoir d'où elles proviennent. Est-ce que c'est un déséquilibre dû à un renforcement de la chaîne, enfin de tout ce qui est antérieur, donc un déséquilibre antérieur-postérieur, ou est-ce qu'il y a une sursollicitation à l'entraînement sur des smats, sur des services et qu'on n'est pas préparé à ça, c'est possible aussi. Donc de toute façon les épaules généralement morflent un petit peu. Comme Taïcha qui a été opéré il y a 2 ans mais qui a eu une bonne rééduque, mais pour l'instant cette année touche du bois, on est bien. Pas de blessure pour l'instant cette année? Pas de grosses blessures. Non, c'est des petits pépins basiques, mais il n'y a pas de, pour l'instant, merci, on évite d'en parler en fait. Mais voilà, chaque année c'est un challenge ça. L'épaule c'est problématique parce que c'est la seule articulation qui bouge dans les 3 plans d'espace. Comme vous l'avez appris en anatomie. Exactement. Monsieur Vincent Martin, on l'embrasse. On a eu des bonnes notes quand même, on peut s'en féliciter. Tu as eu des bonnes notes. Pas toi. Donc on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de préparateurs physiques dans leur discipline qui conseillent justement à leurs sportifs de pratiquer d'autres sports. Est-ce que vous, par exemple, vous conseillez de pratiquer à vos sportives, je sais pas, de la natation en dehors, de la course à pied ou autre, hein? De toute façon, d'un point de vue psychologique, c'est important de varier déjà. Ouais. Après, natation, c'est l'idéal. Enfin, après, là aussi, je pense on doit pouvoir le planifier. Il y a des moments où c'est peut-être pas utile. La course à pied, on n'en fait pas trop, ou alors de manière intermittente, sous forme de c'est très tout ce qui est effort de longue durée, ça sert pas grand-chose au niveau des fibres. C'est pas celles qui vont être sollicitées derrière, donc moins intéressant. Même sur la récup, autant récupérer en intermittent. Après, ça vous arrive de trouver des exercices, par exemple, dans d'autres sports, par exemple, d'observer le handball ou d'autres sports de ce genre, et j'allais dire piquer, mais de se servir de s'inspirer. Voilà. S'inspirer. Alors, Anne-Laure pourra peut-être parler des échauffements de l'an dernier, où en tant que prof de PS, je suis désolé, mais voilà. L'avantage ou le désavantage, c'est que on a une vision de la motricité qui est un petit peu différente, et effectivement, quand tu dis aller pêcher à droite à gauche, nous on parle de principe moteur, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer des éléments qui pourraient être réutilisables d'une activité à l'autre. Donc oui, complètement. Par exemple, sur l'échauffement, on faisait des petits jeux de boxe française, c'était pas anodin, c'était pas que pour l'aspect ludique, parce que j'aime bien ça, mais c'est aussi parce que on est dans l'échauffement ou dans la préparation physique, il y a tout l'aspect perceptif, rentrer dans le duel. Je fais pas de dessin. Analyser ce que fait l'adversaire avec des petits déplacements, un travail d'appui qui est très spécifique et qu'on va retrouver sur des déplacements du volley. Bon, alors le problème c'est que l'expliquer en kényan c'est pas toujours évident. Mais on vous fait confiance. Mais à moitié. Coup, là c'est là où il y a en fait quand tu arrives avec une vision un peu généraliste, même qui peut être appliquée, c'est une conception, il y a des débats qui peuvent avoir lieu. C'est pas toujours compris. Justement, pour expliquer ça, vous servez pas, je sais pas, de schéma, d'image, je sais pas. Sur l'échauffement d'avant-match, non. Non, parce qu'il faut aller vite. Les filles aussi, elles ont leur routine. Elles ont besoin d'être rassurées avec des routines. Donc elles savent que à 30, il faut prendre des ballons. Donc mais ça fait partie du jeu. Mais après, par contre, tu l'anticipes, tu essaies d'anticiper, tu le travailles à l'entraînement. Donc cette année, il n'y a plus de boxe parce que Nana, elle m'a dit non, ça se fait pas de boxe. Donc elles ont. Mais bon, après je peux comprendre qu'elles trouvent pas l'intérêt. C'est pas un souci. C'est peut-être que moi qui sais pas transférer. Non, c'est déjà bien d'avoir testé quoi. Moi, mais je suis un peu têtu, donc je reste convaincu que ça fait partie des éléments. Le jeu, parce que c'est avant les sports, il y a le jeu. Le sport n'est qu'une transformation du jeu, n'est qu'une réglementation du jeu.
Et on trouve dans tous les jeux des éléments qu'on va pouvoir réutiliser. Et je pense qu'aborder un match d'une manière un peu ludique, tout en gardant un schéma de jeu, ça peut être intéressant. Donc, toujours garder la notion de plaisir du coup. Ouais, plaisir. Et ça, c'est le prof de PS qui parle. Ouais. Ben, merci pour ce petit moment de prépa physique, c'est vrai que c'était intéressant. On va passer à la musique, la deuxième musique. Drake, Hold On, We're Going Home. Et on se retrouve pour la troisième partie du Culture Sport Time. À tout de suite. J'étais long. Faut me couper, parce que c'est I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. You're the girl, you're the one. Gave you everything I love. I think there's something, baby. I think there's something, baby. You're the girl, you're the one. Gave you everything I love. I think there's something, baby. I think there's something. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Oh, just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la dernière partie du Culture Sport Time. La musique s'est arrêtée un petit peu brusquement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va enchaîner sur la partie sport adapté, puisque ce samedi à la Maison des Sports, donc vous recevez Béziers et vous avez prévu de faire des petites animations d'avant-match ou pour même après match. Alors il y aura une animation sur le volet assis. En fait, pour expliquer, donc ce match contre Béziers, c'est un match à la Maison des Sports. On joue que quelques fois dans l'année à la Maison des Sports, donc en fait pour nous, voilà, il y a plus de capacité réceptive. On essaye en fait de faire une campagne de com qui va être plus importante pour amener plus de monde et aussi donc faire découvrir des thématiques qui nous sont chères. Là en l'occurrence, voilà, il y a une thématique sur le sport adapté, donc enfin le handicap positif, voilà, les sports qui peuvent être pratiqués par les personnes en situation de handicap. On va faire une démonstration de volley assis
Donc volley qui peut être pratiqué en fait par la majorité des personnes qui ont un handicap moteur. Et l'idée étant en fait de faire découvrir aux personnes, montrer qu'il y a le sport adapté qui existe aussi. Voilà, on est aussi en train d'essayer de monter une section de volley assis. D'accord. C'est pas encore tout à fait fait. On avait organisé un petit tournoi amical l'année passée. On est en train de le remettre en place pour la fin de saison là également. Mais voilà, on aimerait à terme en fait ouvrir une section de volley assis. En dehors de ça, on va également organiser une cagnotte pour une association qui s'appelle Passe Croisée. Passe Croisée en fait qui est une asso qui intervient en fait auprès des enfants dans les hôpitaux, soit dans les hôpitaux, soit dans les CMI, enfin les centres médicaux infantiles, pour essayer d'égayer un petit peu leur quotidien. Et voilà. On a fait des actions d'ailleurs. Anne-Laure, t'étais présente. Oui. On a passé une après-midi au CMI de Romagna. Ouais. Et c'est vrai que c'est des expériences en fait on peut pas ressortir de ça sans être touché. Voilà. C'est particulier du coup c'était sport adapté plus du côté de la déficience mentale que motrice, ou c'était un petit peu là je connais pas trop le CMI. C'est des jeunes en fait qui ont un handicap moteur la plupart du temps et parfois des retards mentaux aussi. Ouais. Donc en fait on essaie d'adapter les ateliers vraiment en fonction des capacités de chaque jeune, mais voilà, c'est plus vraiment à ce niveau-là des ateliers, c'est plus en fait simplement un moment de partage, on va dire, avec des activités, et voilà, c'est ça. C'est particulier comme expérience. Moi je sais, j'ai fait mon stage dans une structure de sport adapté comme ça. C'est vrai que c'est particulier, on rentre même plus dans le sport institutionnalisé comme on le connaît, c'est plus du sport activité même pour les faire sortir, parce que souvent les personnes de ces centres-là, ils font pas trop de choses extérieures. Donc il y en aura de présents à la maison des sports du coup. Oui, bien sûr. Oui. Donc on aura, je veux pas dire de bêtises, mais sur le centre qu'on a visité, ils sont 7 ou 8 à venir, plus les accompagnants bien sûr. Mais voilà, c'est super de voir que les jeunes apprécient la venue des joueuses comme ça, et qu'ensuite ils suivent le championnat, qu'ils viennent, qu'ils les supportent, et enfin voir leur visage qui s'illumine en fait quand il y a une joueuse qui va simplement leur dire bonjour ou autre, c'est juste c'est magique. Ce qui est fou, c'est qu'on tisse en plus des liens avec eux en fait. Pour nous les anciennes en fait, c'est pas la première fois qu'on y va, ils nous reconnaissent, et quand on arrive ils nous appellent par nos prénoms, enfin ils nous appellent, enfin voilà, on passe une après-midi ensemble, et quand on les voit à la maison des sports, voilà, ils nous appellent, on discute pour ceux avec qui on peut discuter, oui. Mais je veux dire, on tisse des liens en fait, et du coup c'est vrai que si on peut jouer et leur faire plaisir, voilà, c'est vraiment super. C'est une très belle initiative. On vous invite en tout cas à aller à la maison des sports pour partager déjà ce moment-là de volley assis. Et du coup on peut pratiquer le volley assis si on vient de l'extérieur. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour l'avoir déjà testé. Je sais pas, tu l'as testé toi, Mathis, déjà? Non. C'est bien marrant. Non, franchement c'est sympa. Puis du coup t'es vraiment au sol, donc tout ce qui est se jeter par terre, etc. C'est assez sympathique. Oui, donc c'est accessible à tout le monde en fait. Il y a pas besoin d'avoir de notion de volley. Non, clairement pas. Ouais. Le filet est rabaissé. Quand même, on vous le dit, que vous pensiez pas que le filet il est super haut. C'est 1 mètre. On l'avait dit la dernière fois, 1m13, 12, 13. Ouais. T'avais la mémoire? Belle mémoire. Ah, merci. Donc voilà, on vous invite. C'est samedi à 20h. Alors du coup, pour les animations, c'est un petit peu avant, j'imagine. Alors en fait, l'animation, ça va surtout être une démonstration à la mi-temps. D'accord, ok. Voilà. On profite de ce moment-là, justement, tout le monde est dans les tribunes, et c'est l'occasion de montrer un petit peu ce qu'on peut faire pour le sport adapté. Voilà. D'accord. Donc samedi 20h, Maison des Sports, Chamalières-Béziers, avant-dernière journée, pour essayer... L'antépénultième. L'antépénultième. Pour décrocher une victoire et essayer de se maintenir directement. Là, s'il y a une victoire, c'est quasiment fait, on peut se le dire. Quasiment fait. Il faut pas vendre le truc, mais bon, oui, ça serait bien parti en tout cas. On se mettrait à l'abri quand même, ouais. Donc voilà, allez les encourager. En tout cas, on va passer au quiz, puisqu'il est déjà 56. Tout à fait. Mathis, qui a préparé ce quiz. Alors du coup, vous participez toutes les quatre, non pas tous les quatre du coup, à ce quiz que Mathis tu vas lancer. Tu fais le décompte, fais-toi plaisir, c'est toi qui gères le truc, explique les règles. Un petit peu omnisport du coup les questions à chaque fois, essayer de trouver le plus rapidement possible ou de passer très vite. Il y aura quelques surnoms, si vous êtes sur surnom. On m'a dit que non. Et donc on va y aller. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Comment s'appelle la surface de gazon qui entoure le trou au golf? Le green. Ouais. Combien y a-t-il de quilles sur un terrain de bowling en France? 9.
Non, 10. Les buts au jeu de cricket se nomment comment? Oui. Les guichets. Au tennis, que dit-on quand la balle touche le filet au service? Let. Ouais. En escrime, quelle est la troisième arme blanche après l'épée et le fleuret? Sabre. Ouais. La hauteur d'un filet de volleyball féminin? De 24. De 24. De 24, bien joué. Qu'est-ce qu'un pointu au volley? L'attaquant en deux. C'est un bourrin. C'est. Oh, est-ce qu'on accepte? Oui. En tennis, qui était surnommé Boom Boom? Baker. Oui. Quel footballeur était surnommé le King? C'est Français. Laurent Blanc. Allez, deuxième essai. Il a joué à Ouais, Manchester ouais, United. Eric. Cantona. Oui. Quel cycliste était surnommé le Cannibale? Oula. Attention. Passe. Ouais, Passe. je crois que- Eddie Merckx. Footballeur surnommé Kaiser Franz. Beckenbauer. Ouais. Pilote de Formule 1 surnommé le Professeur. Prost. Ouais. Tennisman surnommé le Pistolet ou Pistol Pete. Là, je vous Trace. Ouais. Tennisman surnommé le Kid de Las Vegas. Alors, Agassi. Oui. Quel athlète a été surnommé la Gazelle? Ouais, on va passer de la Bud. Marie-Jo Pérec. Quel athlète était surnommé la Guêpe? Ah, ça, c'est. C'est mort. C'est le. Alors, là, Flessel. pratiquement. Laurent Flessel. Et comment surnomme-t-on l'équipe d'Arsenal en football? Gunners. Quelle équipe est surnommée les Rossoneri en football? C'est Milan. Oui. Une dernière. Quel nageur surnomme-t-on la torpille? Yann Tors. Je l'ai dit avant l'émission. Bien vu. Elle est forte. Ça fait 15 et c'est un record écrasant. Alors là, c'est énorme. C'était 10 l'ancien record. C'était 10, donc bien joué à vous. Ouais, C'était il pas peut facile. revenir David. Ah oui, non, bravo, bravo. David a été très très Non bon. mais quand on appelle un expert. Ouais. Bah Non, voilà, mais ça correspondait à ma jeunesse, donc c'est pour ça. c'est Ah bien. ouais, non. mais- Magnifique. on va se quitter là-dessus. Merci David, Merci à vous. merci Anne-Laure, Merci. merci Philippe, Merci. Justine Merci. et Mathis. Et merci. Salut Jason. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Campus 93.3 pour le Culture Sport Time de 20h à 21h. Tout à fait. Ciao. ciao.